Bonjour et bienvenue dans cette partie 2 du podcast sur tout simplement le droit et la fiscalité à Dubaï. Dans cette partie, regardez jusqu'au bout, vous allez voir tout simplement des informations sur tout simplement les droits de succession, les impôts, tout ce qu'il faut savoir, comment faire un testament. On va focaliser aussi sur le off-plan et les achats et voir quels sont les litiges, les majeurs litiges qu'il y a, quelles sont les pires histoires qu'a vécu un avocat fiscaliste. On parlera du SPA, c'est-à-dire du contrat d'achat, et on verra quelles sont les clauses cachées qu'il faut absolument surveiller lorsque vous achetez. Et pour finir, on verra comment acheter en société et quelles sont les différences juridiques entre les différents Émirats. Je vous laisse, on commence tout de suite avec Justine qui va nous parler de la succession à Dubaï. Non, je m'étais noté quoi? Donc là, on a vu l'exit fiscal, on a vu les différents critères sur lesquels les gens avaient des questions. Moi, j'avais envie de parler aussi, tu sais, on a parlé des loyers, on a parlé de la plus-value. Il y a un truc dont on n'a pas parlé que j'avais eu récemment avec toi, tu sais, on avait un client qui avait acheté où c'était un peu une sorte de transmission où on se demandait, je peux te rappeler, mais en gros, on avait fait du 50-50 pour l'achat ou si c'était en 100% pour l'enfant, des choses comme ça. Quel conseil tu donnes sur la succession? Il faut savoir que, Sur les documents à faire, sur comment acheter, tu vois? Comment tu verrais? sachant que la personne est résidente fiscale pas aux Émirats, Oui. concrètement, à partir du moment où un parent achète au nom de son enfant ou donne à son enfant et que les deux sont résidents fiscaux dans le pays d'origine, tu es supposé avoir un impôt successoral et le droit successoral qui s'applique dans ton pays d'origine. Et ça va même plus loin. C'est si tu as été résident fiscal pendant au moins 6 ans sur les 10 dernières années, donc même si actuellement tu es résident fiscal au Canada ou en France, le droit successoral français continue à s'appliquer. Donc ça, c'est légalement, c'est comme ça. En réalité, après, il y a des structurations. Le cas de Johnny Hallyday, ou voilà, des structurations plus ou moins fiables, des trusts, des fondations, etc. Mais la norme est celle-ci. La norme est le Ok. fait Non, mais c'est intéressant parce que les gens, c'est vrai, pareil dans les pubs, t'as acheté, pas de frais de succession. aux Émirats. Non, mais je suis T'es à d'accord, t'inquiète, c'est pour ça que je veux. 0,125. Ouais, c'est ça. Et aux Émirats, il faut savoir, c'est vraiment... Mais par contre, si tu fais ça bien aux Émirats, faut aussi que tu fasses un will ou maintenant ça a changé, t'as plus besoin, c'est dans le. Alors, tu n'as plus besoin en tant que non-musulman. Will, c'est testament du coup. Exactement, oui, c'est testament. Au début, quand je suis arrivée aux Émirats, à partir du moment où tu étais expatrié, mais si tu n'étais pas musulman, le droit de la charia, d'un point de vue successoral, ça s'appliquait. Ensuite, ils ont fait un régime un peu in between où si tu arrivais à prouver, c'est souvent par comment tu t'appelles, hein, c'est pas ils font pas des enquêtes, mais qu'en gros, tu es expat non musulman. Quand tu es expat non musulman, tu peux choisir, donc tu peux faire un will, tu peux choisir de ne pas te soumettre au droit musulman pour la succession, au droit de la famille en général, parce que ça ne s'applique pas que sur le droit de la famille en général. Okay. Et maintenant, depuis 2-3 ans, quand tu es non-musulman, automatiquement... Alors quand je parle de non-musulman, c'est le foyer non-musulman. Attention, parce que, par exemple, je prends un cas personnel, ton mari est musulman, toi tu n'es pas musulmane, tu es considéré comme musulman. Ton foyer, donc ton droit est musulman. Et si la femme elle est musulmane, mais que non, le mari... parce je me doutais que ça... Exactement. C'est l'inverse des juifs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que oui, si ta femme est musulmane oui. et que toi tu ne l'es pas, du coup le droit musulman ne s'applique pas. Parce qu'il Ok, oui, je me doutais, mais c'était pour... exactement. Ok. Non, super intéressant. Donc ça, et donc aujourd'hui, la norme est que quand tu es non musulman, le droit de la famille en général n'est pas celui de la charia, celui de ton pays d'origine. Mais ce que je dis toujours aux clients pour sécuriser, parce que comme je te dis, le droit est volatile. Alors, ça, tu vois, le chemin que ça trace, ça va de plus en plus à l'ouverture. Donc, je ne pense pas qu'ils vont revenir en mode, maintenant, la charia, d'un point de vue droit successoral, s'applique à tout le monde. Mais dans le pire des cas, le testament, pour sécuriser le truc, ça coûte pas grand-chose. En fait, tu as 2 types de testaments. Tu as un testament que tu peux faire auprès de Dubaï Court en tant que non-musulman, qui coûte pas très cher. Vraiment pas. C'est 1 000 ou 2 000 euros avec les frais d'enregistrement, les frais d'avocat, etc. Okay. Inclus. Et tu as le DIFC. En fait, DIFC, historiquement, c'était le seul endroit en tant que non-musulman où tu pouvais faire ton testament. Puisque, je te disais, ça a changé. C'est là où là le droit... Exactement. Okay. Donc, tu as 2 endroits, au DIFC ou à ADGM. Je parle de Dubaï, là, mais ça peut être à ADGM ou ça peut être à Kississé. Bon, bref. Mais toujours est-il que voilà comment ça se passe. Donc, je conseille, pour répondre à ta question, je conseille quand même aux clients, pour le moment, de continuer à faire un petit testament quand ils achètent de l'IMO à Dubaï. Ok, et potentiellement de consulter quelqu'un pour voir s'il y a une structure à mettre en place pour sécuriser ou pas le truc. Mais bon, on verra. On va pas rentrer dans le détail là-dessus. Non, je pense qu'on a vu franchement, je regarde sur les trucs fiscalité France, Dubaï, pour moi, on a bien couvert. IMO, Après, s'il y a des gens qui regardent et qui veulent mettre des commentaires et qui ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Non, après, on va rentrer sur les litiges. Je trouve que c'est intéressant de voir quels sont les litiges immobiliers et les points de vigilance
que tu vois souvent? Peut-être citer ceux qu'on a eu en commun, mais sinon, le top, c'est du off-plan. Le top du top en off-plan, ça a été, j'ai signé un SPA, je pense qu'on en a peut-être parlé, mais j'avais une piscine, il m'avait dit que j'avais une piscine au tu m'avais rooftop dit ça. et j'avais du travertin sur le compteur-top de la cuisine et en fait je me retrouve avec du granit noir et blanc et en fait j'ai pas accès à la piscine en haut et j'ai accès qu'à la piscine en bas. Enfin, voilà, en fait tout ça c'est imagé, c'est des cas que j'ai eu, mais c'est faire très attention aux petites lignes dans les SPA. Le SPA peut-être que tu veux expliquer ce que c'est, mais grosso modo C'est le contrat d'achat, on va dire. Pour faire simple, ça Ouais. s'appelle Sales Purchase Agreement. en Donc, off-plan, donc Ouais. l'équivalent du VFA en France. Ok. Ça, tu l'as pas, par exemple, si tu achètes un bien qui est déjà prêt. Donc, faire attention à ce qu'il y a dans son SPA. Pareil en termes de payment plan. Là, on a eu énormément de contentieux où les personnes n'arrivaient pas à payer ou n'avaient pas pris en considération que un virement entre le Canada et les Émirats ou la Ça France et les prenait du Émirats, temps. ça peut prendre du temps. Et on tombe sur des développeurs bien connus qui sont intangibles sur les dates où il faut que tu aies versé ton plan de paiement. T'as le droit de dire ceux qui sont plus durs Non, si tu peux pas, tant Je pense pis. pas. Ok. Je pense pas. En Eh bah, réalité. faudra la ouais. contacter pour. Ouais, non, faudra te contacter Oui, parce tu qu'en me fait, diras. tu C'est sais vrai. grosso modo. Non, mais avec c'est vrai qu'on n'en avait pas l'expérience parlé. Mais tu me diras au pire en off, ok. Donc, t'as toute la partie SPA, enfin, livraison qui Ouais. correspond pas à ce que tu veux. aussi. Ouais. T'as la partie Et ça, vas-y. litige paiement. Est-ce que t'as d'autres trucs? Et par exemple, pour revenir sur cette première, j'ai aucun lien avec les sociétés de snagging, hein, mais tu as des sociétés qui sont spécialisées quand tu fais ton handover. Donc, c'est-à-dire quand as ton appartement ou ta maison Ouais, est prête. le podcast que j'ai fait avant toi, c'était ça. Ah, ok, bah J'ai parfait. fait 2 heures avec. Parce que du coup, je cherche à m'équiper un peu, à me faire mon petit écosystème avec des gens ok, compétents. Parfait. Et du coup, j'ai fait 2 heures sur. Le snagging. Mais voir à quel point, en fait, quelqu'un par rapport à un agent IMO, ça n'a rien à voir. Ah non, mais c'est les un contrôles métier qu'il à fait. part, hein. Ouais, et au final, le prix, ça m'a pas. Tu vois, Ça c'est- dépend qui. Non, bah, Oui, ouais. c'est 500, 600 euros peut-être. Enfin, en tout cas, ça Ouais. dépend. Ça m'a- dépend de la superficie. Non, mais du par bien. rapport à l'enjeu Ah, c'est et par rapport super important. par rapport à ce qu'il trouve Ouais. et comment un mec qui fait un bon snagging, potentiellement, il peut te faire gagner des dizaines de milliers d'euros, c'est impressionnant. Et tu sais ce qu'on dit dans le milieu du droit immobilier, c'est que, bon, et par contre, les promoteurs, ils vont pas m'aimer, mais c'est que ceux qui ont été le plus picky dans les snagging, c'est ceux qui ont les plus belles unités. Ouais. Et parce qu'en fait, ils peuvent pas te livrer tant que tu n'es pas OK Ok. sur les finitions. Donc c'est toi qui as la main, donc c'est bien. Mais par contre, c'est le dernier moment où toi, tu as la main. Après, c'est c'est qu'une fini. fois que tu as pris tes clés, ton handover il est fini, ton snagging est fini. Tu peux plus... Enfin, t'as pas la décennale comme en France, on peut revenir, mais il n'y a pas des assurances de 10 ans qui vient couvrir. Non, t'as 1 an max, mais c'est surtout que T'as après, un an max qui est quand même lui, il a minoré dans les vendu, c'est SPA. fini, il t'a donné les clés. Exactement. Donc ça, on va dire que ça va être un truc hyper important à faire, sur lequel il faut faire gaffe. Là, tu en as peut-être parlé lors de ton dernier podcast, mais vérifier que le nombre de mètres carrés ou de square feet que tu as dans ton SPA correspond bien à ce sur quoi tu vas t'engager. Les garanties, voilà, j'ai beaucoup de gens qui me demandent est-ce que si mon évier casse, est-ce que si mon électricité casse, est-ce qu'il y a une garantie décennale, etc. Non, il n'y a pas de garantie décennale. Et souvent, tu as une garantie minimale prévue par la loi. Et les SPA font en sorte, on parle de clause cachée, mais font en sorte de minorer au max. Mais moi, pour moi, j'ai en tête 1 an max. Ouais, un an. Mais après, c'est neuf quand même, ça va, faut pas. Mais c'est vrai que nous, en France, on a l'habitude avec des trucs de. Ah, mais moi, quand mes clients prennent des forfaits en droit immobilier, c'est la question. Oui, bah ça va, on a une décennale. Pas de décennale aux Émirats. Il n'y a pas de décennale aux Émirats. Mais par contre, déjà, comme tu dis, c'est du neuf. Quand tu investis dans un bon promoteur, c'est pas son premier bien et tu sais très bien que les finitions elles sont bonnes. C'est aussi le rôle de l'agent Mais immo. c'est surtout que s'il fait pas ça, le marché il est tellement dur concurrentiel à mort. que demain le mec il livre mal, mais Ouais. c'est fini. Mais c'est pareil, là on va parler peut-être des délais de retard. Ouais, aussi, t'as ça. Le délai de retard, ça c'est quelque chose qu'ils ne savent pas forcément quand ils sont dans leur pays d'origine, que tu as quand même une permission d'avoir du retard. Mais en fait, avec l'expérience, quand tu as un bon agent IMO, l'agent IMO, il sait quels sont les promoteurs qui sont tout on time, tous Oui. les promoteurs qui sont en Tu avance. sais où faut et ceux mettre qui des. sont- Bah, t'as le tracking, et après, tu sais que je crois que souvent. Oui, je crois et qu'ils ont maintenant, 1 t'as an un dans les tracking. contrats.
Ouais, de par la retard loi, même par la loi. Par la loi, Où de tu n'as pas retard de au- pénalité. de pas- Exactement. où il y a Où pas le de promoteur n'a pénalité. pas de pénalité. Et du coup, ce qu'il faut verrouiller, ce qui est vraiment difficile dans ce moment-là, c'est que tu peux te retrouver avec un bien que tu dois continuer de payer parce que le plan de Ouais. paiement est adossé à ça, alors que il n'est pas Exact. livré. Donc c'est Ça, des il faut trucs à faire faire attention. attention à ça. Et après, peut-être, on parlait un peu de short term en off et des choses que moi j'ai vues. Bah, d'ailleurs, on a eu un dossier en commun sur ça. Où tu avais fait, suite à nos conseils, rajouter une Ouais. clause. Où tu as C'est fait un ça. addendum. Ouais. C'était sur du maritime. Ouais. Et ben ça, par contre, je le vois de plus en plus parce que le short term, le Airbnb, a le vent en poupe aux Émirats. Mais c'est en fait dans le SPA, alors ton bien n'est même pas sorti de terre, mais il y a une clause qui te dit soit que tu n'as pas le droit de faire de short term, soit que Tu tu dois dois passer faire. par leur Ouais. prestataire pour qu'ils maîtrisent. Exactement. Et ça, pour moi, c'est vraiment un red flag parce que le fait qu'ils les choisissent, c'est pas du tout un gage de qualité, c'est surtout un gage qui sont rémunérés Ils pour, vont mais ça veut marger pas dessus. forcément dur. Après, j'en ai discuté avec quelqu'un qui a 130 appartements sur un autre podcast parisien. J'étais venu, j'en ai fait un autre là. Et il me disait qu'en vrai, alors il y en a qu'on connaît qui posent des gros problèmes. Ouais, Mais, mais en général, c'est juste pour se protéger. Alors, il y en a peut-être un, tu vois. Mais la plupart du temps, ils se protègent parce qu'ils ont peur que ce soit un peu le bordel. Ils se réservent le Oui. droit parce que finalement les bons promoteurs aussi, c'est un peu comme, tu sais, les bons promoteurs, des fois ils se réservent aussi leur espace retail pour choisir les retails en bas de leurs immeubles. Oui, bien Et sûr. sur le Airbnb, ils vont garder cette petite clause là un peu en mode contrôle dans le cas où il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi Oui, et qui c'est le bordel dans l'immeuble, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas forcément toujours, mais en tout cas dans le cas, j'avais été surpris tu m'avais dit de faire un petit papier. annexe. Ça s'appelait comment déjà? En anglais, Addendum. c'est addendum, c'est une Addendum. annexe au contrat de vente au SPA. Ouais. Et en fait, on l'avait fait et ça avait été réglé mais parce que le promoteur était professionnel et le broker que L'agent j'avais, je immobilier sais qu'il y en a aussi. plein d'autres, laisse tomber, c'est une horreur. Exact. Et ils vont te dire non, c'est pas possible. Ils vont juste toujours, te dire on non. en avait parlé, ça, ils te disent c'est pas possible de modifier, alors qu'en Parfois, réalité, il y a c'est toujours vrai, des... hein, parfois, il y a des promoteurs, j'ai des noms en tête, ils te modifieront jamais un MOA, enfin un SPA. SPA. Et du coup, dans ces cas-là, tu leur dis, ok, pas de souci, mais par contre, est-ce qu'on peut faire une annexe? Souvent, ils sont plus ou moins ok, tu vois. Mais donc ça, c'est vraiment, je pense, un red flag qui est important à mettre en avant. Et ensuite, je te dis, les plans de paiement, les trucs qui sont récupérés. On a fait à peu près le tour. Vraiment, après, on va rentrer deeply. Si tu veux rentrer dans les détails, vraiment, il y a plein de trucs sur lesquels nous, on tique un peu. Peut-être sur les booking forms. Tu veux peut-être revenir sur les booking forms, c'est quoi? Ou peut-être comment ça se passe, l'achat d'un off-plan, VS. Ouais, après, je peux en parler rapide, mais en gros, l'idée, c'est qu'effectivement, tu as des documents qui t'engagent et il faut vraiment que ton agent il t'accompagne pour te dire que quand tu signes le booking form, à partir de ce moment-là, tu es engagé et tu peux plus récupérer ton argent. Et ouais, non, après, moi, j'avais eu des cas où vraiment on avait échangé ensemble sur le fait que sur des mécompréhensions avec l'agent et c'était pas écrit, sur quelqu'un qui met un down payment et logiquement, c'est une avance sur l'argent. Et je reçois qui n'est pas sur le escroc à compte, qui n'est pas sur le compte séquestre. Peut-être c'est important de le dire, c'est que c'est quasiment impossible aujourd'hui qu'un promoteur fasse banqueroute comme il y a pu avoir le cas il y a 5-10 ans, parce qu'aujourd'hui, DLD, qui est le ministère de l'Immobilier, protège les personnes qui investissent aux Émirats. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a un projet qui est lancé, off-plan, donc il n'y a rien qui est encore sorti de terre, l'argent au-dessus de 20%, donc au-dessus, grosso modo, du booking form, doit être envoyé dans un compte séquestre, dans une banque bien particulière, réservée à ce projet-là. Mais généralement, même le corporate account du promoteur, il a jamais plus de 5%. Oui, c'est ça. Et c'est important, non, mais déjà, c'est important de Et du dire coup, que moi, je la fais simple, j'avais une pratique sur un promoteur ultra connu et tout qu'on citera pas, où en gros, il disait à mon client de payer le 40% d'apport sur le compte corporate. Oui, donc pas le compte pour séquestre. donner un petit... En plus, c'était même pas un... Et donc, on en avait parlé ensemble, mais toi, tu m'avais dit, mais clairement, ils peuvent partir en Seychelles avec eux. Et je fais, wow, mais c'est des fous furieux de faire des trucs comme ça. Alors, même si, du coup, en fait, j'avais été totalement transparent avec la personne et je lui ai dit, moi, je serais pas à l'aise et tout, à faire comme ça et tout. Et je savais que ça l'embêtait parce qu'elle aurait pas le... Mais on parlait de tellement peu d'euros finalement par rapport au risque pris qu'on l'a pas fait. Je suis très bien content et donc merci à elle si elle se reconnaît dans la vidéo. Et puis après, le deuxième truc que j'avais eu aussi, c'est en fait, c'est plus pour les agents, c'est le fait qu'on se dit des choses
Et qu'en fait, ce qui marche, et il y a des brokers qui sont pas toujours carrés, et puis ça va vite aussi, tu vois. Dubaï, enfin, les gens, faut qu'ils se rendent compte, c'est clac, 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 ça va. Donc le mec te dit, ok, c'est ça, ça, ça. Il dit, ouais, c'est tant de pourcents d'apport, et du coup, bah, elle a tant de pourcents de discount, et tu valides le truc, et en fait, il te sort le plan de paiement, et il y a l'apport, et direct, le plan de paiement, il commence. Et tu te dis, non, non, mais c'était une avance, en fait. Et là, tu pars dans des trucs. Et toi, tu m'avais dit, mais attends, il t'a écrit le truc. Finalement, j'ai résolu ce souci, mais je me suis battu et tout. Mais les clients, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont rien vu de ça. Parce qu'en fait, je leur montre pas pour pas qu'ils paniquent. C'est aussi le rôle de Mais l'agent. mais bon, c'est ils font ultra pas tout stressant, ça, ça. Franchement, c'était Ouais, ultra ouais, je stressant. sais. Ça m'avait mis dans le mal. Et même, je t'avais dit, j'étais prêt à me dire, dans le pire des cas, vas-y, je perds l'argent, je rembourse le client et je sors le client de ce truc parce que ça me mettait pas bien, tu vois. Ouais. Mais bon, moi, c'était ça les cas que j'avais eu. Mais pour revenir, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est dans les top conflits que t'avais les délais, Ce qui est écrit dans les SPA. t'avais ce qui à la livraison, donc du coup, la nécessité du snagging, les clauses dans les SPA un peu cachées que tu vois, le truc de rental. Ok. Ouais, la pire histoire que t'as eue, c'était une anecdote croustillante. Enfin, c'est pas très drôle, hein, C'est mais pas les pires histoires, mais là, du coup, ce serait sur c'est plus sur du secondary market, donc des clients qui sont déjà prêts. C'est une personne qui a acheté un appart et qui voulait bouger dedans. Enfin, une personne. Ça est arrivé plein de fois, mais celle-ci, c'est vraiment une personne qui avait c'était ce qu'on appelle un end-user. Et il voulait Ouais. vraiment vivre dedans. un Et utilisateur en fait, final. l'agent immobilier lui avait absolument pas dit que aux Émirats, tu peux pas virer ton locataire n'importe comment. Il faut que tu aies une notice notariée à envoyer et c'est 1 an. Mais c'est marrant parce que ça, quand tu passes l'ARERA, Ouais. tu l'apprends. Ouais, mais c'est pas dans l'intérêt de l'agent IMO. Là, tu parles d'un agent IMO qui est éthique, mais l'agent IMO qui veut vendre. Bah, en réalité, il te le dit pas. Et puis, le client a pris un forfait immobilier à la toute fin du process, peut-être 1 ou 2 semaines avant de passer au trustee, donc l'équivalent du notaire, grosso modo. Il me dit, ouais, bah, du coup, j'ai fait venir l'architecte d'intérieur, le contracteur, il va commencer dans 2 semaines, etc. Et là, je vois que sur le Ejari, donc le bail Il y a quelqu'un. locatif, et que le bien, il est loué. Du coup, je dis à mon client, mais est-ce que vous avez fait partir une eviction notice ou est-ce que la personne... Et en plus, à l'époque, maintenant, Mais la loi a un peu changé. C'était quelqu'un sur place ou c'était quelqu'un à distance? Il était entre l'Espagne et ici. Je trouve que le secondaire pour les... Alors, c'est normal, je vends du off-plan majoritairement, Ouais. mais c'est touchy quand même, hein. Alors, Quand t'es sur place, moi je trouve c'est ok. Mais quand t'es pas sur place, mais c'est beaucoup plus... Alors, oui et non. Parce que tu vois, les contrats, ce que j'explique toujours aux clients, c'est que les contrats, les formes F, forme B, forme A, c'est elles peut-être plus sont simple. Hein. directement envoyées par le Dubai Land Department. Ok. Tu peux pas avoir quelqu'un qui te fait un petit coup de Trafalgar parce que c'est déjà des trucs qui sont prédéfinis, etc. Tu peux rajouter Oui, et des puis clauses, tu sais vois. ce que t'achètes, tu visites, t'as tous les aspects. Alors un peu que comme le SPA, c'est pas réglementé. Tu mets ce que tu veux dedans. Mais par contre, effectivement, tu as plein de subtilités que tu n'as pas en off-plan dans le secondary market. Et je te dis, moi, les cas des évictions de notice, je les ai eu plein de fois. Mais là, ce client, ça m'avait marqué parce qu'il voulait commencer ses travaux, il voulait habiter dedans. Et en fait, 1 semaine avant de signer, je lui explique que... Et puis à l'époque, la loi a un peu changé, mais sur l'éviction notice, avant, c'était pas transférable. C'est-à-dire que si ton vendeur, il avait fait l'éviction notice auprès du notaire, les 1 an, eh ben, ça il ne repartait quand s'appliquait toi pas Ah à ouais, toi. d'accord. Donc en fait, il fallait refaire une éviction notice quand tu devenais propriétaire. Ok. Donc ça a été vraiment là-dessus. Et après, moi, des cas qu'on arrive à gérer au bureau, mais au bureau, c'est pas vraiment relié directement à l'IMO, mais c'est des précontentieux avec les contracteurs, avec Ok. les travaux. C'est pour ça que des trucs que tu n'as pas en off-plan. Ok. Bon, alors même si tu vas refaire un peu de design, etc., dans ton nouveau appart ou dans ta nouvelle maison, mais ça, c'est plus du secondary market. Quand tu fais des gros travaux, faites attention à vos contracteurs, quoi, parce que il y a à boire et à manger aux Émirats. Ok, bon à savoir. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde la vidéo et qui doit acheter en off-plan? Si tu avais une checklist de choses à verrouiller, qu'est-ce que tu lui donnerais? 1, bien choisir son agent. Hmm. Parce que il y a énormément de concurrence, il y a énormément de communication, de marketing sur les agents, mais il y en a très peu qui sont éthiques. Ça fait 6 ans que je bosse aux Émirats et je pense que tu es le plus éthique de ceux que j'ai rencontrés. Enfin, déjà, tu es un des seuls à avoir fait la démarche de OK, je vais prendre des consultations juste pour me former sur le droit IMO parce Ouais. que je veux pas que les clients ils aient un pépin. Et tu es un des seuls où tu te sens mal
J'en parlais encore avec mon ami ce matin. Tu te sens mal quand il y a quelque chose qui, tu vois, où tu te dis, le promoteur, il me fait un petit coup de Trafalgar où j'avais pas compris ça, etc. Généralement, c'est pas ça. Moi, 3/4 des clients que je connais et qui ont affaire avec des agents immobiliers, déjà, ils sécurisent. Enfin, c'est une vision qui est super court-termiste parce que, du coup, comme ils sont pas contents, ils changent d'agent immobilier alors que c'est bien d'avoir une relation qui est pérenne. Et souvent, en fait, à partir du moment où, grosso modo, la personne a envoyé ses 24%, et que l'agent immobilier va être rémunéré, grosso modo, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de service. Donc, pour moi, toi, c'est vraiment le... Ouais, je vois. Après, en vrai, je te dis la vérité, il y a un service après les 24%, mais c'est vrai que la majeure partie du truc, le service, il arrive après à la livraison, mais c'est vrai qu'il y a une partie quand même où, après, moi, j'avoue, j'aimerais bien pouvoir envoyer des notifs aux gens, mais je suis pas encore staffé pour le faire, pour pour que, tu sais, même leur paiement de plan, ils aient pas à se prendre la tête et qu'ils aient des alertes. Non. Mais dans l'idée, cette partie-là, mais c'est vrai qu'il y en a qui disparaissent, tu veux dire, à la livraison. Non, mais en fait, c'est à partir du moment où la personne, elle a signé son booking form, voilà, moi, Oui, ok, j'ai je fait vois. mon taf de broker, j'ai mis en relation un promoteur, un bien immobilier et une personne, et puis c'est tout. Donc, bien choisir son agent, qui soit régulé. Mais bon, ça, Ouais. je pense que tu l'as déjà dit, qu'il faut qu'il soit... Il y a une régulation. Ouais, RERA. je trouve que je vais être, tu vois, totalement transparent. Je trouve que c'est vrai qu'il faut qu'il ait une RERA, c'est Ouais. sécurisant. Mais dans la réalité aussi, je vois que, je te dis la vérité, mais peut-être ça va Ouais. choquer les gens. Mais dans la réalité, c'est un examen. Ok. Alors, Non. ça garantit que, au moins, c'est sûr que. En fait, ça permet d'éviter de se trouver sur des gens qui sont pas vraiment agents IMO, tu vois, et qui Oui. pourraient faire le truc. Et tu peux pas te retourner. Mais en fait, Mais moi, dans la c'est... réalité, tu as aussi des gens qui ont pas de RERA. Tu as des gens qui ont des RERA et je trouve ils sont flingués, tu vois. Oui, non, Et mais je suis d'autres qui n'ont pas de d'accord. RERA et qui sont beaucoup plus passionnés, qui sont Mais meilleurs. en Donc, fait, mais je c'est suis d'accord que c'est des pas verrous de toute façon. et puis, c'est pas un signe de compétence, la RERA. Mais c'est juste que, C'est on l'a légal, vu ouais, c'est un avec peu. un cas commun. Oui, L'agent, oui. il était pas agent. Et quand on a voulu partir au contentieux, t'as tes yeux pour pleurer. Ah Tu d'accord, vois, parce qu'il c'est était que passé il par était pas régulé. Il était passé par quelqu'un qui était pas régulé? Ouais, c'était... il y avait plusieurs intermédiaires. Ah ok, je savais pas. C'est ça. Et donc, c'est juste une protection. Ça n'est pas un gage de compétence, mais c'est une protection Oui, supplémentaire. ok. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien parler avec son agent immobilier des quartiers et du plan que tu souhaites faire, parce que tu n'investis pas dans les mêmes quartiers si tu veux y habiter, si tu veux investir en long terme, si tu veux investir en short terme, quel type de population tu vises pour ta location, Ouais. si tu veux faire un flip, quel type de finition tu vises, est-ce que tu veux partir sur un promoteur pas trop connu, mais tu te dis que tu vas faire un peu des rénovations toi, ou tu veux vraiment partir sur un promoteur avec des très belles finitions. En fait, ça c'est vraiment parce que les gens ne connaissent pas souvent quand ils achètent en off-plan. Les Émirats ils sont partis en vacances. Oui, la découverte en gros et s'assurer Des de. quartiers, vraiment faire très très attention aux quartiers. Pour moi, c'est la première chose. Enfin, la deuxième chose. Et troisième chose, c'est entourez-vous et lisez bien votre SPA. Et si possible, on le fait entre nous, mais parce que généralement les SPA, le promoteur ne te les donne pas avant qu'il y ait le down payment, donc la première Non, mais envoi. tu peux avoir Mais des tu peux avoir drafts. des templates. Ouais, moi j'ai des drafts, Donc, je les demande. exactement. Après, tu as des promoteurs où tu sais que déjà, maintenant connais tu les commences à clauses, voir les ouais, trucs ouais. un peu. Mais c'est vrai que c'est ok. Et justement, la dernière question que je m'étais mise, c'était quelles sont les clauses cachées? Donc on a évoqué le truc des Airbnb. Quelles sont les clauses cachées que tu as en tête qui sont... moi, je te dis ce genre de questions, Ouais. ça me met dans la merde parce que les gens, maintenant, quand ils vont Ouais. regarder les SPA, ils vont briller. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est passionnant comme sujet. Quelles sont les clauses que tu as vues souvent qui sont un peu... Les extensions de retard. Parce que la loi prévoit 1 an, mais tu peux faire Ok. des extensions de Ok, retard. donc j'avais jamais vu pour l'instant dans ce que Mais j'ai ça se fait de checké. moins en moins parce que c'est pas légal. Les finitions, le type de matériel. Parce que parfois, il y a des SPA, moi je le vois quotidiennement dans la pratique, tu as des SPA où concrètement, le type de matériau, c'est hyper vague. Mais c'est Et- même sur des très bons promoteurs, hein, j'ai remarqué. Ouais, c'est hyper vague. Et toi, tu vas dans le showroom, je te dis n'importe quoi, tu vois du miel, tu vois du Bosch, tu vois du marbre, du travertin d'Italie, d'Espagne, du Portugal. En fait, tu te retrouves avec un truc pété au sol, sauf que quand tu regardes bien le SPA, c'est marqué marble au tout truc similaire, tu vois, en gros. Donc, faire attention à ça, aller visiter les showrooms, peut-être si vous... Mais pour moi, tu vois, sur ce truc-là, je l'ai vu sur des promoteurs que j'aime bien et que je sais qu'ils vont livrer top.
mais j'ai vu qu'ils se protègent sur ce Ouais. truc-là en se disant, parce que peut-être en cas de, ils se disent, Oui, peut-être sur un bâtiment, ils vont changer un truc au dernier moment, voilà. Ouais. Mais du coup, pas facile parce que tu vois, même si mon client il voit ça et que même moi je le sais, Ouais. Mais dans selon ces- le promoteur, je serais moins. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que selon le promoteur, tu peux aussi Mais sur aller un nouveau dire. promoteur, typiquement, j'irais beaucoup plus verrouiller ce genre de choses, je suis Ou d'accord. alors, tu iras voir. Moi, c'est ce que je dis toujours aux clients. N'allez pas voir juste le showroom. Peut-être aller voir les premières constructions du Oui. promoteur. Ça te S'il donne a une déjà livré, non mais s'il a indication, déjà livré, déjà t'as pas. En fait, oui. t'as beaucoup de clauses parce que les gens ils se rendent compte. Si tu lis un SPA, tu flippes. Parce que Ouais. Mais déjà, concrètement, c'est en anglais non arabe. mais c'est comme quand tu Ouais. lis un contrat en France. Ouais. T'as beaucoup de clauses qui peuvent être interprétées un peu différemment. T'as l'impression que le mec il va Il t'enfler, va que c'est une oui, alors qu'en il va réalité, t'arnaquer alors que tout le pas monde du se tout. calme, ça se passe quand même bien. 90% Et du temps, en il y a fait, aucun souci. je pense que le verrou majeur, c'est le choix du promoteur et c'est pour ça qu'il faut pas prendre trop de risques. Ouais, le choix du promoteur, exactement. Mais du coup, dans les clauses, ok, on s'est dit le truc de Airbnb. Ça, il y a la Retard, correction Airbnb, avec ouais. l'annexe. Les trucs des meubles, enfin des matériaux, Matériaux, ouais. tu peux rien faire en vrai. Non, alors, sur ton immeuble en question qui est en train de se construire, tu peux rien faire, mais tu peux sécuriser un peu ton truc, tu vois. Tu peux dire, ok, je vais aller voir. Ah non, non, mais ce que je veux dire, c'est sur le. Tu Ah, vois, sur le le. Airbnb, on l'avait corrigé, j'étais choqué. Ah, bah, sauf si En le. 2-3 jours, c'était fait, tu Ouais, vois. sauf si le client, le promoteur est de bonne foi et ok en disant que bah, il est sûr que ce soit que ça va être du marbre et pas du granit, tu dis n'importe quoi et du coup il te dit bon bah voilà et j'enlève le haut tout matériau similaire. J'y crois pas trop. Mais franchement c'est un peu compliqué. Mais Non, pour moi, c'est le promoteur qui fera. T'as pas trop sur ce truc-là, t'as pas trop de trucs, je pense. Mais après, t'as d'autres choses que tu vois, d'autres clauses. bah, après c'est au cas. Je te Par dis exemple, c'est il y les avait un promoteur récemment qui, je pense, s'était réservé de la location longue durée. Oui, mais ça c'est le cas. Non, je Mais- te le dis parce qu'on l'a pas cité, mais du Ouais, coup, mais ça, courte attention durée, aussi. longue durée, Oui, longue durée, faire c'est pas la même attention histoire qu'il y quand ait même. faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'exclusivité dans la location. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah après, c'est au cas par cas selon. En fait, selon les promoteurs, moi je sais déjà les clauses où je suis pas à l'aise et les clauses où je suis plus à l'aise. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bah là, comme ça, je vois pas. Non, c'est bien. Ouais, Après, de ouais. toute façon, on a bientôt. Là, je regarde juste. Ouais, ça va aller. Mais en gros, juste sur les différents Émirats, est-ce qu'il y a je sais qu'il y en a pas parce qu'on s'en a parlé, mais je voulais juste aborder ce sujet Ouais. quand même parce que les gens ils s'imaginent peut-être que les législations sont extrêmement différentes. Hormis le fait que des fois, tu payes pas tes frais de notaire au même moment. Ouais. C'est-à-dire, dans certains Émirats, tu les Ouais. payes au moment de la livraison, alors que dans d'autres, tu les payes direct. Après 20%, Est-ce ouais. qu'il y a d'autres Bah, différences c'est quand même majeures? pas les mêmes. Bah, tu vois, on parlait au tout début de l'entretien. Il y a du droit fédéral et il y a du droit étatique. Bah, là, clairement, le droit immobilier, c'est du droit étatique. C'est-à-dire que quand même, chaque province, enfin, chaque émirat, donc il y a des émirats. Respecte le même. Non, Ah non? chaque émirat Le a fédéral, son pour moi, propre. c'est. Non, c'est justement, tu as le fédéral et tu as le provincial slash par émirat. Ok. Et le droit immobilier, c'est par émirat. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, et pareil pour les Golden Visa, si tu as acheté un bien à Dubaï, tu vas pas prendre un Golden Visa à Rack et vice-versa, tu vois. Donc, c'est du droit, c'est assez similaire dans la législation, mais c'est du droit par émirat. Ça, Ok. il faut que faut le savoir. Et, Est-ce qu'il y a des vigilances à avoir à ce sujet? T'achètes à Rack par rapport à t'achètes à bah, Dubaï? Rack, pour le moment, c'est moins régulé. Rack, c'est moins régulé parce qu'il n'y a pas de. Si, il y a le Rack Land Department, mais c'est pas aussi régulé que DLD. Tu sais, DLD, c'est pas régulé depuis si longtemps. Hein. Mais Enfin, qu'est-ce que t'entends par c'est pas régulé? C'est pas autant régulé, pardon. bah, t'as pas les formes spécifiques, tu vois, les C'est un peu contrats plus ils sont souple. pas tiques, c'est beaucoup Ok. plus souple. T'as Oui, mais pas, est-ce par que c'est exemple, bien un ou pas bien? registre d'immobilier avec les agents RERA. En fait, toutes Ok. les plateformes un peu digitales qu'ont mis en place DLD ces dernières années, moi quand je suis arrivée en 2019, ça n'existait pas tout ça. Hein. Mais ils ont fait en sorte de protéger un petit peu plus le consommateur et le client. C'est en train d'arriver à Rack parce qu'avec Al Marjan, le casino, Min Al Arab, Al Amra, etc., les quartiers expats, c'est en train de cartonner. Mais c'est pas au même niveau de régulation. Mais est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est ça que les gens. Bah, En vrai, en gros, c'est c'est un un peu point de moins. c'est un point de vigilance. C'est un point de vigilance, Ok. c'est un peu moins Donc attention protecteur. quand vous achetez potentiellement dans des zones comme Rack, Ouais. potentiellement sur les contrats, sur les choses, allez Oui, voir. et puis après, ça c'est plutôt global, mais on n'en a pas parlé parce que c'est du off-plan, et donc évidemment que tu es propriétaire des murs et de la terre, mais bah, y a certains endroits où c'est du leasing, donc c'est-à-dire Oui, que tu c'est es du leasehold.
Ouais, c'est C'est exactement 99? du C'est combien? C'est comme au UK. En gros, tu es propriétaire de ton immeuble, mais tu n'es pas propriétaire du terrain. Ok. Comme au UK. Donc, par exemple, les pays anglophones n'ont aucun problème à habiter dans ces quartiers qui sont magnifiques, hein. Franchement, Non, mais à l'échelle humaine, nous, on a un problème en France, mais à l'échelle humaine, en vrai, c'est pas c'est pas dramatique. dramatique. Mais juste faire attention à ça. Mais c'est 3-4 quartiers à Dubaï. Le reste sauf les quartiers type Jumeirah où c'est réservé aux Émiratis, aux GCC. Mais sinon, tout le reste, c'est ce qu'on appelle freehold. Mais quand ils achètent en off-plan, il n'y a pas de souci parce que c'est dans des quartiers qui sont freehold, tu vois. Mais ça, c'est plus global. Et tu vois, par exemple, c'est pour ça aussi qu'il y a certains Émirats où il y a beaucoup moins de projets. Je pense à Ajman, Fujairah ou Malkoum. Où Malkoum, ils ont juste fait une partie qui était freehold. La plupart, en fait, c'est pas freehold. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a moins de demandes immobilières. C'est que pour le moment, Oui, mais le c'est parce droit que fait c'est que... intéressant. En fait, ils ouvrent le marché petit à Ouais. petit pour éviter que, justement, si tout était ouvert, ça se Oui. disperserait. Puis Alors ils que veulent là, aussi, il y a un rôle de... ils contrôlent, en fait, Ils où est-ce qu'ils contrôlent. financent. C'est comme une ouverture de capitaux d'une entreprise. Ouais. Ils disent, OK, là, maintenant, il y a le casino qui est là-bas et il y a Dubaï là. Bon, bah, les trucs entrent, on va commencer à ouvrir pour que les les gens ils puissent ouvrir. mettre des billes. Exactement. Et il y a aussi une deuxième optique, je pense, c'est de protection de leur peuple, qui est absolument louable. Ils veulent Ah pas oui. qu'on arrive à des problématiques comme à Bali ou en Thaïlande où son peuple ne peut pas accéder à l'immobilier. Oui, Tu oui. vois? Et même, je trouve ça intéressant dans la souveraineté Exact. d'avoir en tête que, tu vois, c'est comme si à Paris, on avait toute une partie de Paris où on dit C'est ça réservé. n'appartiendra jamais. Parce qu'en fait, nous, on est en train un peu de vendre les bijoux de famille, mine de rien. D'ailleurs, c'est comme ça que la convention fiscale, ça se trouve, elle Oui, est arrivée. exactement. C'est comme ça qu'elle a été promulguée. Et en gros, d'avoir en tête que non, sur une partie de notre patrimoine, ça n'appartiendra jamais à personne que nous. Et personne n'aura le contrôle Ouais. de certaines parties clés de nos villes. Et que ce serait une sorte de comme subscription Ouais. où en fait on fait du revenu récurrent dessus tous les X années. Tu vois, le cas... Je trouve ça intéressant. Moi, je connaissais pas. Ouais, Et je trouve ça super non, intéressant. mais moi, je trouve Mais c'est parce que... qu'ils ont été colonisés par le UK, je pense qu'il y a ça, Mais non? ça n'a jamais été vraiment colonisé. Ils ont été Enfin, pas colonisé, très mais je veux dire, smart. ça a été l'équivalent d'un protectorat. protectorat en France. Ouais. Mais ils sont super smart. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Et tu vois, par exemple, on parle d'une zone comme Jumeirah. Mais le jour où Jumeirah, mais je pense et j'espère que jamais ça deviendra freehold, mais t'as tous les milliardaires qui vont venir faire leur maison à Jumeirah. Aujourd'hui, Jumeirah, c'est réservé aux Émiratis, aux GCC. Mais heureusement pour eux. Tu vois, donc c'est juste... Mais on les connaît, les quartiers où il n'y en a pas des masses. Il y en a vraiment... c'est sous les doigts d'une main, hein, les quartiers où tu peux pas investir. Et dans tous les cas, là-dessus, il n'y a aucun point de vigilance. C'est juste, on parlait de manière informelle de c'est quoi les différences avec la France, grosso modo. Et ça aussi, ça en fait partie, quoi. Je finis sur une partie qu'on a... Je regarde, il reste... je pense qu'il reste 15 minutes, ça va. Une partie qui est beaucoup abordée, c'est acheter en société. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu es en France, ton problème, c'est que globalement, si tu sors l'argent de la société, quand même, c'est complexe. Et du coup, pour pas dire autre chose, et en gros, il y a beaucoup de gens qui cherchent à acheter en société. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont les SCI. C'est un truc vraiment utilisé en France et tout. Est-ce que tu peux acheter un SCI à Dubaï? Donc je connais les réponses, mais je trouve ça intéressant pour les gens. Est-ce que c'est possible d'acheter avec une société française à Dubaï? Non, on a eu un cas d'école en contentieux il n'y a pas si longtemps. Bon là, la faute était un peu partagée. Hein. C'était un peu le promoteur / En fait, l'agent je pense que c'est plus l'agent IMO a mal fait son taf. Il a mis le client sur un projet pas bien. Quand on a discuté, il a vu que c'était... Et en gros, je lui ai dit, t'as peut-être une porte de sortie en disant que vu que t'achètes avec ta société, c'est pas possible pour sortir de la vente. C'est un peu comme ça qu'on a essayé de l'aider. Mais oui, du coup, on peut pas acheter avec une société. C'est ça. Ce qui est logique, parce qu'en fait, en vrai, quand tu réfléchis à tous les trucs, c'est simple. Ils disent, mais attends, non, on n'a aucun intérêt. Tout l'intérêt, c'est que si tu viens acheter chez nous, fais une entreprise chez nous, comme ça, Exact. En fait, c'est ça pas fait la vivre France, notre contrairement économie. à ce qu'on pense, c'est pas la France qui refuse que tu achètes avec ta holding ou ta société aux Émirats. Non, c'est le les... droit émirati qui n'accepte pas, si tu n'es pas émirati, que l'immobilier soit acheté avec une société étrangère. C'est simple. Non, mais c'est bien, ça leur permet de, dès que tu mets un billet, tu fais marcher l'économie. Oui, et puis c'est une protection aussi parce qu'au moins ils sécurisent les capitaux. Les capitaux sont pas... Ouais, ils savent où est l'argent. Ouais, mais moi je trouve ça bien parce qu'en fait ça les force à tout le monde à mettre un pied. Et après, une fois que t'es rentré, c'est dur de sortir. C'est l'engrenage. Donc non, ce n'est pas possible d'acheter directement avec une société française ou canadienne ou étrangère aux Émirats, sauf si tu es émirati. Donc pareil, que ce soit SCI ou une peu société, non.
Mais par contre, il y a des montages qui te permettent d'avoir une société fille, par exemple aux Émirats, donc qui est détenue par ta société mère dans ton pays d'origine, de mettre en place une convention de trésorerie qui va être amenée à être remboursée à un moment donné ou un autre en capital et en intérêt, pas la plus-value, mais au moins le capital et les intérêts. Et donc, indirectement, acheter avec ta société française ou canadienne ou peu importe, avec cette structuration-là qui doit être bien encadrée, on s'entend. Et quand tu dis, je rebondis sur des sujets que tu dis, parce que les gens, ils écoutent, ils comprennent, tu dis des petits trucs, mais en fait, ça veut dire des choses. Quand on dit, tu dis une sorte de... De prêt. Une Oui, convention voilà. de trésorerie, c'est un prêt. Mais ça délaye l'imposition, en fait. Ça mine de rien. délaie C'est-à-dire que la convention de prêt, pour qu'on ne puisse pas la qualifier d'abus de droit, donc que la France ou le Canada ne viennent pas la requalifier, une convention de prêt, il faut que les deux sociétés, même si elles sont liées capitalistiquement, elles aient un intérêt. Donc c'est-à-dire que ton prêt, il doit y avoir un intérêt pour celle qui prête. Celle qui reçoit, il y a un intérêt, elle va investir et récupérer la plus-value de Oui, ce donc qu'elle a tu mets en investi. place un système comme ça, ok. Mais en fait, la convention de trésorerie, déjà, le taux d'intérêt doit respecter le taux du marché. Parce que pourquoi une société X prêterait une société Y 3% en dessous du prix du marché ou au contraire 3% au-dessus du prix du marché, du taux d'intérêt du marché. Et elle a pour visée à être remboursée à un moment donné ou un autre. Ton prêt doit être remboursé avec des intérêts qui vont avec. Donc ça, c'est une des solutions. On parle de ça, mais donc directement, tu n'as pas le droit d'acheter aux Émirats avec ta société étrangère, mais tu peux indirectement en mettre une société fille qui achète aux Émirats. Et les gens, ils vont forcément se demander, c'est quoi les délais. Alors, tu peux pas, parce que je sais que c'est compliqué, mais en termes de délai, de coût, combien de temps ça prend à peu près de mettre en place ce genre de démarche? Et quel ordre, si tu avais une fourchette à donner, je sais que c'est pas facile. Ça dépend. En fait, le truc, c'est que y a 44 free zones et il y a des mainlands dans chaque émirat aux Émirats. Donc, cette mainland, en fait, il y a plus de 50 endroits où tu peux créer une société à Dubaï qui commence à 6 000 dirhams, 1 500 euros et qui finit à 100 000 euros. Donc, tu vois, les frais du gouvernement, ils sont complètement... ça dépend vraiment de ce que Pour un souhaite gars, le client. je vais t'aider. Pour un gars lambda qui a une société en France, avec j'en sais rien, déjà une holding, qui veut créer une société fille à Dubaï, parce qu'il Ouais. veut acheter à Dubaï aussi. En combien de temps ça peut se faire et quelle enveloppe? La première chose, c'est... Je te laisse pas sortir là, je te mets dans la main. le problème, c'est Tu peux que... déjà, est-ce que il c'est faut- 10 000, est-ce que c'est 20 000 euros? Est-ce que Avec quoi? Les frais du gouvernement, les frais d'avocat? tout Parce que inclus les pour frais tout, du gouvernement, il tout faut inclus pour compter... tout mettre en place? Est-ce que c'est plus de 10 000 euros? Oui. Oui, c'est plus de Bah 10 000 oui. euros parce que rien que les frais du gouvernement avec un visa, parce qu'il faut savoir que tu ne peux pas, avoir de compte bancaire ici sans visa de résidence, donc il faut forcément avoir un visa de résidence qui est rattaché à ton société. En gros, dans les étapes, il y a création d'entreprise. Non, avant ça, il y a la légalisation des documents français. Il y a 3 documents à légaliser parce que, alors, si on veut rentrer vraiment dans les détails, la France et les Émirats ils ne font pas partie de la convention de la Haye. Enfin, en tout cas, les Émirats font partie de la convention de la Haye. Donc, en fait, il faut légaliser les documents. La postille n'existe pas. Il faut légaliser les documents triplement en France et une fois aux Émirats, plus les traduire en arabe. Et il y a 3 documents à faire. C'est les statuts, le PV d'AG acceptant la création de la filiale et la licence. Rien que ça prend entre 3 semaines et 1 mois. Ok. Et selon que tu le fais toi-même ou selon que tu passes par un prestataire, c'est entre 500 et 1 500 euros le document. Ok. Juste pour te donner vraiment dans les détails. Ensuite, tu crées ta société. Ta société, selon la free zone avec un visa, tu vas être entre 20 et on va parler d'une free zone pas trop chère. Entre 20 et 40 000 dirhams, ta licence. Ouais, donc entre Avec 5 et un 10 visa. 000 euros. Avec un visa. Et après, tu as la comptabilité. Voilà. Mais grosso modo, et tu dois mettre en place ta convention de trésorerie. Soit c'est ton Oui, mais en avocat gros, en c'est France entre qui le 10 et rédige, 20 soit 000 c'est- euros. Ça peut être très très flexible, mais que les gens ils aient en tête. Et Ouais. le délai, c'est à peu près Bah, c'est on au va moins 2 dire- mois. Ouais, c'est en fait 3 semaines, 1 mois pour légaliser les documents. Une semaine, de 2 à une semaine pour créer ta société. Ensuite, il faut que tu viennes faire ton visa, ta visite médicale, tes empreintes, ouvrir ton compte bancaire. On va dire environ 2 mois. Ok. Et là, je m'étais juste dit, mais plus pour justifier, quels sont les risques si on passe pas par un spécialiste et qu'on essaie de faire ces trucs? Bah, le risque, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la requalification. C'est la requalification fiscale. Oui, parce que De tes tu dois, revenus. toi aussi, il y a tout un intérêt à comprendre la situation du client pour expliquer Ouais. aussi à l'administration fiscale française dans quel. Et c'est ça qui va faire qu'il va pas être Requalifié. requalifié. Ok. Et puis souvent, ça c'est applicable dans tous les domaines, mais le peu cher revient cher. Moi, j'ai énormément de cas au cabinet, dont un, ça fait 6 mois qu'on est dessus, mais qui a été mal conseillé, qui a fait n'importe quoi. Bah, en fait, le montage dont je t'ai parlé,
un cabinet d'avocats lui a dit « Oh, c'est pas grave, fais ta société en perso et envoie-toi le cash de la société française à la société émirative. » Mais il y a la monopole bancaire, tu peux pas faire ça comme ça. La société, l'activité n'avait rien à voir avec cette possibilité-là. Enfin bref, il n'y a rien qui allait. Eh ben, le pas cher devient cher. Parce que finalement, je pense que le client pensait faire une bonne affaire parce qu'il s'est dit, bah, créer une société en son nom perso, c'est quand même vachement plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux. Mais là, de faire toutes les modifications, faire des procurations notariées, revoir les statuts, faire tous les changements auprès du DED, parce que c'était une mainland en l'occurrence, etc., ça lui revient beaucoup plus cher que s'il avait créé la bonne forme dès le départ, tu vois. De toute façon, sur tout ce qui est création d'entreprise, j'y pensais sur un autre sujet aussi. J'avais quelqu'un qui m'avait contacté dans le même domaine que moi, du coup, agent. Et il avait eu des soucis aussi comme ça parce que il était tombé sur quelqu'un, tout lui avait été créé. Puis en fait, quand il s'était rendu compte et que je l'avais mis en contact avec quelqu'un, du coup, qu'on connaît et qui est expert là-dedans, et bah, elle avait dit, ouais, non, là, ça. Et va du coup, pas. ouais, donc, faut vraiment. Et donc, Faut oui, pas donc- avoir peur de mettre le billet parce que Non, c'est parce des que ça trucs. va vous c'est- revenir plus cher. ouais, c'est pas là où il faut économiser. Et puis Vraiment pas. d'expérience, ça revient. Alors, on parle même pas du scope. Mais du tu vois, j'y contrôle pense, c'est un fiscal. peu comme genre le snagging quand j'ai eu le mec et que j'ai vu les prix que c'était, quand je vois les enjeux derrière. Mais je pense que personne n'a en tête, c'est pour ça que je te pose ces questions. Ouais. T'as pas en tête des enjeux de dingue, tu sais pas dans quelle merde tu vas te Tu retrouver connais après. pas, Donc c'est pas un c'est. environnement que tu connais. Ok. Ouais, après, bah, là, il reste pas plus beaucoup de temps, mais je m'étais mis des questions sur l'évolution du marché et les perspectives d'avenir. Un peu comment tu vois le. Ouais, comment toi, tu as vu un peu le marché évoluer ou même les clients évoluer? Qu'est-ce que tu as vu et comment Bah, tu vois l'avenir Ouais, sur dans ton mon secteur? domaine, c'est ce que je te disais. En gros, quand je suis arrivée fin 2019, c'était vraiment des personnes des start-upers, des e-commerçants, des digital nomades, dans des Et moyenne d'âge, c'était quoi? entre 25 et 40 ans, on va dire Ok. 25 et 35. Et c'était au tout début, puis après le Covid est arrivé, puis en fait les gens essayaient d'esquiver les restrictions, parce que Dubaï, on a été très peu restreint d'un point de vue du Covid. Donc au début, c'était ça, généralement 80-90% de notre clientèle aux Émirats, hein, je parle. Et petit à petit, ben, il y a eu des entreprises avec 4, 5, 6, 7 salariés qui sont installés, des entreprises qui se sont délocalisées ou qui ont délocalisé une partie de leurs clients, ou qui se sont mis à développer le Moyen-Orient ou les pays limitrophes. Et puis là, depuis 2-3 ans, à la fin du Covid, on a vraiment ce que je te disais, de plus en plus. 40% du portfolio, c'est des grosses entreprises de plus de 20, 25, 30 salariés qui se délocalisent. Et là, il y a un accompagnement qui est global, qui est super intéressant, y compris sur les dirigeants, les salariés, les détachés. Ouais, j'imagine, toi, tu dois te régaler parce que c'est complexe et du coup, c'est stimulant Super. Non, mais intellectuellement. même en réalité, et même un dossier en e-commerce, c'est intéressant. Mais bon, après, c'est toujours la même chose. C'est, ouais, j'ai pas payé ma TVA. Où est-ce qu'il faut que je paye ma TVA? Je fais de la formation en ligne. Quid de la nouvelle loi qui passe en 2025? Enfin, tu vois, après, c'est des dossiers où j'ai plus besoin de faire de travail intellectuel trop profond parce que je les ai déjà vus 20 fois. Alors que les nouveaux, Bah, c'est. les grosses boîtes, c'est jamais pareil. Ou les boîtes, même à partir de 5-6, c'est jamais exactement la même structuration. C'est jamais derrière le même projet de vie. Les actionnaires, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes, etc. Donc c'est juste que ça change plus. Mais moi, j'adore bosser avec des gens qui sont digital nomades aussi, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, ça a changé en termes de... Ça a diversifié le portefeuille client. Et du coup, l'envers du décor, c'est que du coup, c'est de plus en plus des gens qui viennent à Dubaï avec un pouvoir d'achat très important. Et du coup, il y a une hausse des prix qui est là, qui rejoint le droit IMO. C'est que du coup, il y a de plus en plus de monde qui veut venir à Dubaï, de plus en plus de personnes qui ont les moyens de venir à Dubaï, qui avaient des très belles situations dans leur pays d'origine et qui viennent pas aux Émirats uniquement pour des buts fiscaux. En tout cas, par exemple, je te parle du cas de mes sociétés qui implantent une branche ou une filiale ici. C'est absolument pas pour un but fiscal. Non, c'est super encourageant, je trouve. Ouais. Surtout qu'en plus, le truc qu'on pourrait reprocher parfois à Dubaï, c'est de se dire, ok, tu sais, qui crée... Enfin, tu sais, t'as ce truc-là où t'as plein de gens qui viennent. Bon, dans l'IMO, ça marche parce que t'as beaucoup d'entreprises qui se créent, etc. Mais dans d'autres domaines, tu dis, ouais, mais concrètement, cite-moi des mecs qui ont créé des boîtes où ils ont 6-7 employés. T'as beaucoup tu peux avoir cet avis de dire, non, t'as beaucoup de boîtes avec des solo personnes presque, tu vois. Et le fait que tu dises que des entreprises viennent C'est une s'implanter... minorité maintenant dans Ouais. notre portefeuille. Mais tu vois, moi je trouve ça super rassurant pour les gens qui regardent parce que ça peut être un point, tu vois, d'attention et au final,
à partir du moment où il va y avoir des gens qui vont avoir des structures et qui emploient des personnes. Ici, sur place, c'est Ouais. ça. En fait, il faut se mettre à la place peut-être des personnes qui nous regardent, mais ici, tu peux faire du business. Je veux dire, on n'est pas dans un cas où c'est un entrepreneur, je te fais dans les grandes lignes, mais qui avait une entreprise de e-commerce qui s'exporte vraiment bien et qui en fait aurait pu gérer son e-commerce de partout en dans le monde. Faire attention aux clients, la direction effective, mais peu importe. Son boulot est exportable. Mais là, on arrive aujourd'hui à des personnes qui arrivent à faire du business aux Émirats. Ils viennent parce développent qu'ils se aux disent qu'ils Émirats. vont faire de l'argent et Oui, que ils c'est développent. intéressant et que c'est un endroit où être. Ah ben oui. Ok. Je réfléchis, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu penses qu'on aurait dû aborder? Bah là, comme ça, je pense qu'on a quand même fait le tour. On a fait droit fiscal. On n'a pas trop parlé de droit corporatif, mais on a fait droit fiscal. Ouais, c'est vrai. On a fait Peut-être une. du droit IMO. Le droit corporatif, on en a un peu parlé par rapport aux successions et par rapport aux possibilités d'acheter indirectement aux Émirats avec une société fille, émirati. Non, mais peut-être pour toi, faire du contenu, je trouve, sur les cas de complexité d'entreprise et tout, ça peut être intéressant. Si tu me dis que maintenant c'est une grosse partie de ton portefeuille, on l'avait pas mis, mais Ouais, avoir mais plus d'un. ça, oui, ça, on pourrait. Mais non, mais sinon, honnêtement, je pense que là, droit IMO, les red flags, on n'a pas trop parlé de secondary market, mais en même temps, c'était plus off-plan. Ouais, un tout le petit peu à un truc. moment, t'as raison, on pourrait Ouais. en parler plus. Mais je pense qu'on a fait le tour, hein, là, déjà. Il y a beaucoup d'infos, hein, même en droit fiscal. En droit fiscal, France, pays où vous souhaitez vous. Ah oui, non, il y avait un expatrier. dernier truc que je m'étais dit, mais il reste 2 minutes. C'est à quel point la convention fiscale française, on se rend pas compte qu'elle est exceptionnelle par rapport aux autres pays. Est-ce que c'est le cas Ah, ou pas? elle est exceptionnelle. Bah, en fait, il faut. Parce qu'en fait, des fois, quand on a du caviar, tu sais, Ah ouais, elle est on s'en rend pas compte tant qu'on ne Tous change les- pas. Toutes les conventions fiscales du Moyen-Orient ont grosso modo été promulguées, ratifiées et signées à la même date parce qu'il y avait derrière une optique de développement économique des deux côtés du pays. En fait, une convention bilatérale, ça porte bien son nom. Il faut que les deux parties soient à la même enseigne. Mm. Et donc, si on voulait favoriser les capitaux du Moyen-Orient à venir investir en France, Fallait faire on l'inverse. était obligé de faire l'inverse. Donc, je compare avec celle avec laquelle je bosse tous les jours aussi. La convention fiscale France-Canada, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins à l'avantage du contribuable, que ce soit français ou canadien. Mais moi, ce que je me demandais, c'est la convention fiscale entre les Émirats et l'Angleterre, les Émirats et j'en sais rien, l'Allemagne. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Est-ce qu'on est privilégié ou normal, à peu près tout le monde a le même truc? Non, on est plus privilégié parce que la convention fiscale entre la France et les Émirats et d'autres pays du Moyen-Orient, elle a vraiment été signée dans une atmosphère économique qui voulait inciter les capitaux du Moyen-Orient à investir en Europe et en France particulièrement. Donc non, elle est extrêmement en la faveur, et c'est ce qui dérange hein, en réalité, elle est extrêmement à la faveur du contribuable. Ok. Peut-être Tant mieux. plus que d'autres pays européens. Parfait. C'est bon. Bah, écoute, franchement, merci beaucoup. C'était top. Et Bah, puis, merci à toi. du coup, les gens qui regardent, si vous avez aimé, likez. Et puis surtout, si vous avez des questions ou des sujets qu'on n'a pas abordés, si jamais on doit refaire un truc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres podcasts de ce type. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur la fiscalité. Et surtout, si vous souhaitez investir à Dubaï, abonnez-vous. Toutes les semaines, on fait un format où on dit les projets ou acheter à Dubaï chaque semaine. Profitez-en, c'est gratuit.